Salut, bienvenue pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saw numéro 4. Alors, pour commencer, les personnes qui n'ont pas vu le numéro 3, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous n'allez rien comprendre. Vous voyez ça, et vous revenez après. Pour les autres, alors, mon sentiment général de ce film, c'est que le numéro 4 et le 3, d'après moi, ça n'aurait fait qu'un film. C'est-à-dire, mon impression maintenant, c'est que, après avoir bien vu qu'est-ce qui n'allait pas dans le 3, mais bon, ça on voit pas ça du premier coup. Il faut y réfléchir après. Toute la partie avec Amanda, si j'avais été scénariste, je l'aurais supprimé. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout logique ce qu'elle raconte dans le 3. Elle dit à Kramer, à Jigsaw, le tueur puzzle, qu'en fait, elle l'a suivi pour l'aider dans son accomplissement. Mais ça ne colle pas avec le 3, parce qu'elle se contredit. Il faut vraiment faire attention. En fait, elle se révèle être une meurtrière, pas une assistante du tueur, parce que le meurtre de la détective Kerry, voilà, elle n'avait aucune chance de s'en tirer. Je vous rappelle donc que c'était au début du 3, hein, où elle se fait emprisonner dans le piège de l'ange. En fait, elle se fait écarter la poitrine. Juste avant de mourir, elle voit, on devine quelqu'un en rouge. Et elle dit juste, c'est vous, et là elle meurt. Et après là, tout est bien expliqué dans le 4, avec tous les flashbacks que j'attendais enfin pour pouvoir y voir plus clair. Alors, c'est, voilà, pas du tout cohérent. Pour moi, il aurait fallu ôter au moins une demi-heure du 3. Parce que c'est pas logique avec l'histoire de Madame Amanda. Puisque, en fait, elle l'a aidé dans le premier et le deuxième pour la mise en place des pièges. Et on verra pour les prochaines vidéos du numéro 5, 6 et 7, surtout le 5 et 6, on voit quelques flashbacks, il me semble aussi dans le 7 avec Amanda. Voilà. Pour moi, une bonne demi-heure que j'aurais ôté, peut-être même 40 minutes. Parce que bon, ben, voilà, ça colle pas là dans la logique. D'ailleurs, il le dit lui-même dans le 3 Jigsaw, c'est que il déteste les meurtriers, puisque son principe à lui, c'est, je le considère comme une sorte de scientifique, enfin, du crime. C'est quand même un criminel, mais en théorie, il n'est pas criminel, parce que il ne fait pas le geste physique, mais par intermédiaire. Donc, des situations critiques où les gens doivent s'en sortir pour, bien sûr, survivre. Alors voilà, c'est mon sentiment. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que je crois que ça n'a pas été parlé dans d'autres vidéos que j'ai vues. Et vraiment là, c'est vraiment dommage parce que bon,
Amanda, moi j'aime beaucoup, elle est très magnifique, jolie, elle est gentille. Non, en fait elle est méchante. Enfin, au départ elle était gentille, après elle devient méchante. Et c'est la pauvre fille quoi, mais ça aurait été vraiment... moi j'aurais vraiment pensé à ne pas se contredire autant quoi. C'est vraiment dommage quoi. Et parce qu'en plus dans le 2, donc je reviens au 2, pourquoi elle se retrouve piégée avec les autres? Alors vous me direz mais c'est pas normal ça, parce que c'est une survivante du premier. Alors c'est la première survivante, et c'est pas logique. Pourquoi elle se retrouve piégée dans le 2, repiégée encore? Et ça c'est évoqué par Jigsaw, enfin dans les je pense que si la mémoire est bonne, c'est évoqué dans le 5 et le 6, donc surtout le 5 où il y a beaucoup de flashbacks. Et en fait comme Amanda était instable, voilà, il voulait la retester pour être sûr, et ça c'est vraiment important dans toute la saga, hein. En fait au moins dans les 4 films de la saga, les 4 premiers films, voilà, c'est vraiment c'est les complices, c'est une des complices, je précise, de Jigsaw. Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus, car pour moi le 3 et le 4 ça aurait fait qu'un film. Ça aurait été bien plus long, ça aurait fait peut-être 2h30 de film. Donc peut-être dans l'idée des scénaristes, autant il fallait faire 2 films pour pas trop en fait trop donner d'un coup, je sais pas. Parce que si on prend la durée du 3 et du 3 qui est un peu plus long, et du 4, ça aurait fait plus de 3 heures de film en tout. Ils ont peut-être pas voulu en fait faire qu'un seul film, ça aurait été peut-être trop long pour que les gens vraiment suivent, parce que c'est vraiment le genre de film où on peut pas dire putain j'ai envie de pisser pendant la séance, enfin en tout cas au cinéma, et puis revenir 5 minutes après, là on est complètement paumé là. Bon, alors ceci dit, c'est une précision vraiment que je voulais apporter là-dessus, hein. Alors l'histoire, donc le tueur au puzzle et sa protégée, la très jolie, magnifique, gentille, même méchante Amanda, ont disparu, mais la partie continue. Il y a un petit problème de technique, ma caméra a bougé, bon j'espère que ça va pas en faire le coup. Donc je disais, alors, après le meurtre de l'inspectrice Kerry, deux profilers chevronnés du FBI, les agents Stram et Perez viennent aider le détective Hoffman, qui est donc chargé de l'enquête, pour réunir les pièces du dernier puzzle macabre laissé par le tueur, pour essayer enfin de comprendre. Il y en a des choses à comprendre dans cette saga. C'est alors que le commandant du SWAT, Rigg, est enlevé à son tour. Forcé de participer au jeu mortel, il n'a que 90 minutes pour triompher d'une série de pièges machiavéliques et sauver sa vie. En cherchant Rigg à travers la ville, le détective Hoffman et les 2 profilers vont découvrir des cadavres et des indices qui vont les conduire à l'ex-femme du tueur, Gilles. L'histoire et les véritables intentions du tueur au puzzle vont peu à peu être dévoilées, ainsi que ses plans sinistres pour ses victimes passées, présentes et futures. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça, comme je vous disais dans la première partie de ma vidéo, que pour moi, ça faisait un trop long film s'ils avaient mélangé le 3 et le 4, ça aurait fait plus de 3 heures. Donc beaucoup trop d'informations. Pour la compréhension, les gens, ils auraient pas tout capté, à mon avis. Est-ce qu'il faut... Voilà, il faut essayer de bien répartir, mais comme il y a beaucoup de choses à montrer dans ces 2 films-là, je pense, d'après moi, ils ont vraiment voulu le diviser en 2. Et c'est important cette charnière, parce que c'est vraiment la charnière
indispensable pour les 5, 6 et 7 qui suivront. Le jeu d'acteur. Alors, comme il y a des nouveaux personnages, on est un peu déstabilisé. Donc, bon, il n'y a plus un mandat. Bon, il y a Jigsaw, il me semble, qui revient en flashback. Et puis, bon, bah, on retrouve le lieutenant du SWAT, hein, Rig, et puis d'autres personnages secondaires. Bon, enfin bon. Et surtout, le lieutenant Hoffman, qui sera un personnage extrêmement important par la suite. Je vous en dis pas plus. Donc, comme je disais, le jeu d'acteur, il est bon. On met du temps, un peu à s'attacher aux personnages des nouveaux. Hein. Mais bon, le jeu, oui, le jeu d'acteur, il est bon. Hein, il n'y a pas à dire. Il y a vraiment du bon travail de fait. Et d'ailleurs, pour moi, ces acteurs-là, je ne les connaissais pas. Alors, je vais parler du casting. On retrouve Tobin Bell, hein, notre ami le tueur au puzzle, Costas Mandylor, qui fait le lieutenant Hoffman, qui joue bien, mais au début, voilà, il paraît insignifiant. Et c'est habilement mis, la mise en scène est vraiment très très bonne. Scott Patterson pour les rôles principaux. La musique toujours solennelle et voilà, la musique du dernier espoir, je dirais, de Charlie Clouser, qui est vraiment très parfaite, mais un peu moins présente dans le quatrième. Les pièges en eux-mêmes, ils sont bien pensés, enfin ils sont très bien pensés, bien sûr, mais c'est un peu moins gore, hein, que dans le 3. L'impression c'était en fait, il passait un peu en arrière-plan, enfin pas en arrière-plan, mais ils étaient captaient moins l'intention que dans le 3. Ça me paraissait un peu plus banal, pourtant c'était loin de l'être. Je vais finir écouté par quelques faits du saut. Donc comme je vous disais, la direction à prendre pour le saut 4, comme Jigsaw était mort, le principal problème scénaristique et était de taille, c'était de résoudre le dilemme pour que le film soit encore plus passionnant. Parce qu'après la mort du tueur à la fin du 3, ça a laissé l'équipe des scénaristes dans un défi créatif de taille. Et pour ne pas basculer dans la parodie, ni retomber dans un préquel classique. Il devait absolument faire quelque chose de malin et de différent. C'était l'occasion d'aller encore plus loin dans cette série et d'explorer plus profondément l'histoire du tueur au puzzle, sa philosophie et ses obsessions. Ça, c'est très important ce que je veux vous dire, parce que toute la saga c'est là-dessus. Voilà, bon, c'est quand même toujours très très glauque, très captivant. On a aussi, je parlais de l'équipe de scénaristes qui était à l'œuvre sur les 3 premiers volets, mais n'a pas été reconduite. Donc les Whannell, co-créateurs de la série, abandonné son monstre en laissant la garde à James Wan, l'autre papa de la série. Donc James Wan qui était le premier réalisateur de Saw, enfin le Saw numéro 1. C'est quand même une saga au succès planétaire. Hein. Aujourd'hui en 2014, quand on fait les comptes, c'est vraiment voilà,
la saga d'horreur la plus rentable de l'histoire, enfin une des plus rentables de l'histoire. À savoir quand même que avant la sortie de Saw 4, les 3 premiers ont rapporté plus de 400 millions de dollars en salle à travers le monde. Quand même mondialement c'est vraiment énorme. Et plus de 13 millions de DVD ont été vendus. Donc c'est vraiment c'est très lucratif. Voilà. Et je vais finir par la fiche technique et ma note du film, que j'ai vu en téléchargement. J'aurais préféré en DVD édition collector, Director's Cut, que je n'ai toujours pas trouvé. À ce propos, bah, si je le trouve, je ferai une critique spéciale DVD Director's Cut sur le numéro 4. Pour aujourd'hui, c'est seulement le film. Donc il est sorti en salle le 21 novembre 2007, d'une durée d'1h30, réalisé toujours par Darren Lynn Bousman, qui ne voulait pas au départ réaliser ce film. Hein, il voulait s'arrêter aux 3 premiers. Mais bon, les producteurs voulaient absolument continuer la saga avec lui. Donc il a finalement accepté de revenir derrière la caméra pour, je l'imagine, un bon cachet. Alors c'est le genre épouvante-horreur. Ouais, épouvante, plutôt horreur thriller. C'est un film américano-canadien. Voilà. Des faits au box-office en France n'a pas fait tant que ça en entrée. Hein. 652 627 entrées. Pour un petit budget, pour un film de genre, de 10 millions de dollars, quand on sait que il en a rapporté au moins 100 fois plus, si c'est pas 1000. D'ailleurs, ça sera 1000 fois plus. Donc c'est voilà, c'est vraiment le pari gagnant là. Hein. Ma note du film, je donne un bon 17 sur 20 parce que vraiment c'est haletant, même si l'histoire principale, donc Rig qui doit déjouer des pièges et c'est intéressant, mais c'est pas extraordinaire. Je corrige ce que je viens de dire. Dans les effets gore, il y a quand même une scène qui est très gore et qui est très... si on ne peut pas supporter ce genre, il ne faut même pas regarder. C'est la scène en fait quand dans la salle de classe, faut pas en dire plus, avec le monsieur au milieu. Bon film, n'oubliez pas, comme d'habitude, un M, ça me ferait vraiment plaisir, des commentaires, ils sont toujours le bienvenu, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, ciao, bye.